c'est un livre que je trouve absolument passionnant pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai appris des tas de choses, parce qu'en effet, on connaît Marie Curie, on en a beaucoup parlé, mais qui connaît tant d'autres parmi les prix Nobel de sciences? Et la deuxième chose, c'est que c'est en effet, chacun, c'est un portrait, c'est une petite histoire de ces femmes, et donc c'est extrêmement agréable à lire, comme autant de nouvelles sur toutes ces femmes. Alors Hélène Merle-Bérald se dit, pourquoi on n'a pas préparé? J'ai dit, parce que moi je prépare jamais, parce que sinon on s'ennuie, on a l'impression de se répéter, et qu'on a plein de choses à dire. Elle a écrit le livre, donc elle a plein de choses à me dire, et moi j'ai préparé moi un peu. Alors j'ai fait le compte des prix Nobel de littérature, puisque elle fait le compte des prix Nobel. Donc en littérature, il y en a 14, et aux femmes, les prix Nobel de la paix, il y en a 14. Mais j'allais dire, c'est moins grave, même s'il y en a trop peu, c'est moins grave malgré tout, parce que prix Nobel de la paix, il n'y en a qu'un par an. Et prix Nobel de littérature, il n'y en a qu'un par an. Alors que les prix Nobel scientifiques, déjà, il y a plusieurs disciplines, et souvent, dans les disciplines, il y a plusieurs personnes qui sont primées. Donc, ça fait, aujourd'hui, vous m'avez dit, 17 sur 603. 17 sur 603 scientifiques. Hein, je ne peux pas l'appeler la littérature. C'est ça. Les autres, ce sont des chiffres accablants. Ça fait 14 sur moins. Voilà, 14 sur moins. 2,9%. 2,9% des prix Nobel sont des femmes. C'est quand même une disparité flagrante. Scientifique. Ouais. Et pourquoi vous avez voulu écrire ce livre? Pourquoi? Au départ, je n'étais pas du tout sensibilisée au problème du féminisme, dans la mesure où, dans ma carrière... Oui, j'ai vu ça, vous dites, je ne suis pas féministe, attendez. Je le dis souvent, je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Mais en fait, vous êtes féministe. Mais je me suis déjà dit oui. Ce truc... Et comment vous savez que je dis que je ne suis pas féministe? Et parce que c'est écrit, je ne suis pas spécialement féministe, j'ai préparé moi, je ne suis pas spécialement féministe, mais j'ai découvert l'ampleur de la misogynie à laquelle elles ont fait face. Ah, j'ai dit ça. C'est écrit. Mais si. Dans un entretien. Non, mais n'ayant pas eu de difficulté particulière, en tous les cas n'étant pas consciente d'avoir eu des difficultés particulières pour ma carrière, qui n'est pas au niveau d'un prix Nobel, malheureusement, je ne l'aurai pas. Je ne ferai pas remonter les statistiques. Mais j'ai lu le livre de l'une d'entre elles, qui est l'italienne dont on a parlé hier, qui est Rita Levi-Montalcini. Mais je veux qu'on en parle quand même un peu, parce que je l'aime tellement. De Rita, oui. Qui a écrit ce livre superbe qui s'appelle L'éloge de l'imperfection, et qui a raconté sa vie. Et je me suis rendu compte, non seulement elle s'était battue pour arriver à travailler, pour arriver à faire reconnaître sa découverte, qui, on l'a dit aussi hier, le facteur de croissance des cellules nerveuses, mais aussi elle a eu d'autres combats. Elle a eu d'abord le fait d'être juive sous l'Italie fasciste, hein, c'était Mussolini dans les années 30. Elle était étudiante en médecine, et pour faire ses ordonnances, elle était obligée de les faire en fait. Elle soignait les malades, et puis il fallait qu'elle aille chercher un médecin arien pour faire les ordonnances, parce qu'elle n'avait pas le droit. Donc elle a lutté contre, c'était son deuxième combat, et le troisième, et pas le moindre, c'était le combat contre la misogynie. Elle était dans une famille dont on disait que c'était l'ambiance victorienne, où le père était le scientifique et le pouvoir absolu. La mère était effacée dans l'ombre, et les filles, contrairement aux garçons, n'avaient aucun accès à l'école, aux matières, aux disciplines scientifiques. Donc c'était comme le cas d'ailleurs en France et presque dans tous les pays européens à cette époque-là. Et donc les filles qui étaient intéressées par les sciences ou la médecine devaient rattraper en quelques années à la suite de leur scolarité, elles devaient rattraper des années de formation en chimie, en physique, en mathématiques, et souvent en latin, parce qu'il fallait le latin aussi pour faire de la médecine en Allemagne, en Italie, etc. Et donc celle comme elle a dû mener ce chemin plein d'obstacles, et qui sont restés insurmontables pour beaucoup d'autres. Mais elle a réussi à être connue. Elle a réussi, et voilà. Et donc, alors qu'on va parler d'autres qui ne sont pas connus, qui sont très intéressants. Non, mais pour répondre à votre question, je suis un peu lente, pardon, je suis un peu longue, mais pour répondre à votre question, pourquoi j'ai fait ça, c'est que je me suis dit, mais finalement, c'est admirable ce qu'elle a fait, c'était difficile, j'avais pas cette notion, mais qui sont les autres? Parce qu'en dehors de Marie Curie, de sa fille, et de Françoise Barré-Sinoussi aussi, parce que je la connaissais un peu, je n'ai aucune idée de quelles étaient ces autres femmes. Voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressée à ce problème. Mais justement, vous dites que les pères sont parfois des alliés et parfois des obstacles. Alors, pour Rita, justement, c'était un obstacle, mais pour Françoise Barré-Sinoussi aussi.
Voilà. Pour la plupart du temps, c'est quand même un allié. D'abord, c'est Oui. le référent, parce que c'est lui qui a la science, et souvent, c'est lui qui initie sa fille à la science, aux matières nobles, et qui les encourage La plupart même. ont des pères scientifiques. Voilà, la plupart ont des pères scientifiques ou des pères très ouverts à ce que leur fille fasse des études scientifiques, mais ils sont médecins ou scientifiques. Et simplement dans certains. Et puis il faut savoir aussi que pour s'inscrire à l'université, celles qui arrivent à passer l'examen, elles doivent avoir l'autorisation de papa. Une fille, même si elle était majeure, n'a pas le droit d'aller jusqu'aux années 50, n'avait pas le droit de s'inscrire à l'université sans l'autorisation parentale. Oui, mais Françoise Barré-Sine aussi, elle n'est pas si vieille. Non, mais elle avait un père redoutable, c'était un Méditerranéen pur et dur, et il avait une femme et une fille, et il était profondément, vraiment misogyne et très très dur. Il n'avait pas de garçon? Il n'avait pas de garçon, elle est fille unique, et il n'avait pas lui-même fait beaucoup d'études, donc qu'une fille veuille faire des études, c'était pas supportable. Donc, en même temps, comme elle dit, ça m'a servi de révélateur, et il fallait que je me batte, et c'était mon combat le plus dur, c'est de montrer à mon père à quel point, moi aussi, même une femme, vous dites aussi que quand il n'y a pas les pères, il y a souvent quand même une figure masculine, un mentor, plus qu'une figure féminine. Ah oui, c'est-à-dire, parce que, non, je dis il y a un mentor, il y a un homme à côté, il y a le père pour inspirer, pour lancer. C'est le cas de beaucoup d'entre elles. Au moins, il faut qu'ils soient d'accord. Mais souvent, c'est le référent. Elle admire le père, c'est l'Oedipe qui marche bien. Et donc, elle veut faire aussi bien que papa ou simplement, elles aiment la discipline qui est enseignée ou qui est aimée par le père ou qui lui a appris à aimer. Et donc, elle veut faire la même chose sans même se poser la question, je suis une femme. Elle a envie de faire ça parce que ça lui plaît. C'était le cas de Marie Curie. Son père, elle était sidérée et fascinée par les appareils de physique qui étaient dans le bureau de son père depuis qu'elle avait 5 ans. Mais Irène Joliot-Curie, elle était déjà dans la... Oui, mais elle était fascinée par sa mère. Oui, dans la perpétuation. Voilà, absolument. Et donc, oui, je ne sais plus où on en était. Quand il n'y avait pas le oui. père après, qui le était mentor, un allié, il y avait un mentor. Voilà, mais ça, c'est l'homme après... pour continuer pour faire. Souvent, c'est le mari, ou bien un homme amant ou ami, ou un simple collègue scientifique. Mais il y en a quelques-unes qui peuvent partir toutes seules, sans accompagnateur et stimulant ou conseiller masculin. Mais la plupart, elles ont un homme ou elles ont fait. Il y en a 4 qui ont eu le prix Nobel en couple, quand même, je crois. Oui, alors justement, les couples. Ah oui, je voulais que vous en parliez des couples. Ah. Est-ce que vous croyez que quand on donne le prix Nobel à un couple, la femme est considérée comme une sorte d'adjuvant, alors que parfois elle pourrait être au contraire celle qui a... que ce soit l'homme qui soit l'accompagnateur, si on peut dire que ce soit... Je crains que ce soit la première hypothèse. Moi aussi, c'est pour ça. Oui, parce qu'en fait, j'allais dire, on ne répond pas vraiment à la question, parce que la question, le prix Nobel est-il misogyne? C'est oui, alors on s'en va tout de suite. Donc on va digresser. On a décidé d'aller un peu plus loin, malgré tout. Mais est-ce que justement, parmi les femmes qui ont eu en couple, il y en a qui ont été vraiment considérées comme la principale? Non. Ou aucune? Non, aucune. Marie Curie a fait ses preuves après, mais il a fallu que son mari soit mort. On ne va pas y revenir. Mais parmi les autres, elle a continué, elle a eu le deuxième prix Nobel. Et parmi les autres, non. Non, aucune. Et quelquefois, on les considère comme pouvant être un poids pour leur mari. Par exemple, Gerty Cori, qui était largement aussi compétente, c'était l'âme du laboratoire. Parce que moi, j'avais l'impression, justement, j'avais l'impression que c'était elle. Oui, mais elle n'avait pas de poste, on lui donnait parce qu'aux États-Unis aussi, pour empêcher les filles de faire des études, il y avait aussi, enfin, de faire de la recherche, je veux dire, de faire une carrière scientifique. Il y avait la loi anti-népotisme, c'est-à-dire que dans une université, un laboratoire de recherche, les épouses n'avaient pas le droit. On ne pose même pas la question inverse. Les épouses n'avaient pas le droit de travailler, d'avoir un poste officiel dans la même entreprise, dans le même... Que l'homme. Voilà, que leur mari. Donc, c'était théoriquement... Qu'est-ce qu'on faisait des amants, alors? Rien? Ah, mais des amants, ça allait, bien sûr. Ça allait très bien. Sauf, je pense que c'était souvent le cas. Je ne l'ai pas dans les biographies officielles, c'est pas dit. Mais enfin, je pense que c'était souvent le cas. Mais là, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Parce qu'ils ne sont pas pertinents. Mais simplement, ils ont le droit de vivre ou de mort. Ils ne croient qu'au légal, ils ne croient qu'à la loi. Voilà. Mais quand c'était les frères et sœurs, parce que la loi anti-népotisme, ce n'était pas une loi conjugale, c'était une loi familiale. Mais quand c'était le frère, le fils ou le neveu,
ça posait pas de problème majeur pour donner un poste quand même. L'époux. Mais alors par contre l'épouse, elle n'avait pas le droit. Alors certaines, par exemple une des plus brillantes, la seule après Marie Curie qui a eu le prix Nobel de physique, Père Meyer, elle a travaillé 30 ans bénévolement. Elle ne travaillait pas directement avec son mari, d'ailleurs, qui était aussi chercheur et brillant, mais elle a travaillé 30 ans pour avoir simplement le droit d'avoir accès aux appareils et de travailler avec d'autres scientifiques. Elle a révolutionné aussi la connaissance de l'atome. Et ça a été vraiment particulièrement étonnant chez elle, la volonté, la ferveur qu'elle avait pour son travail, parce qu'elles sont toutes comme ça, elles sont passionnées, elles sont curieuses, comme on a beaucoup dit. Aujourd'hui, elles sont la curiosité intellectuelle, c'est le moteur, mais le moteur, ça repose sur une passion qui dure toute la vie. Hein. Et donc, c'est cette passion qui faisait qu'elles étaient capables d'accepter des conditions d'humiliation, de difficulté, de renoncer à plein d'avantages auxquels elles auraient droit, pour simplement avoir le droit de jouir de leur passion, qui est la science. Mais Françoise Barré-Sine aussi, elle l'a pas eu en couple, mais elle l'a eu avec un homme aussi. Non, oui. Luc Montagnier, elle a eu un Elle a eu avec Luc Montagnier et puis un troisième. Elle n'a pas eu avec celui qui l'a dirigé, grâce à qui elle a été. Parce que Françoise Barré-Sine aussi, c'est celle qui a eu le prix Nobel pour le sida, oui. Donc récemment, en 86. Et qui continue à travailler sur le sujet. Et qui continue, et qui maintenant se bat à travers le monde pour veiller à ce qu'il y ait des laboratoires de recherche qui continuent à fonctionner, qu'ils aient les moyens, en même temps elle veille aussi à ce que les patients, elle est très soucieuse des patients, soient aussi traités, qu'ils puissent avoir accès aux médicaments, qui maintenant ont fait des progrès extraordinaires et qui permettent de survivre dans des conditions de vie tout à fait acceptables. Parce que moi, j'avais justement trouvé que ce Nobel, c'était un acte de misogynie affiché. Ah, vous trouvez? Oui, parce que elle devait l'avoir. Oui. Et c'était elle qui devait l'avoir. Pourquoi on lui a mis les deux autres? Parce que c'était des hommes. Alors, mais il y en a. Moi, je trouve que c'est pas non, parce qu'il y a eu un scandale. Oui, mais c'est l'autre qui a pas été Jean-Claude Sherman, qui était du tout. Et ça, je comprends pas pourquoi. Enfin, il doit y avoir des histoires à la limite, compliquées. À la limite, elle aurait pu l'avoir avec lui. Voilà, ça aurait été plus logique. Mais il y a quand même un truc très bizarre. C'est-à-dire qu'à Pasteur, tout ça se passe. Elle était dans le laboratoire de Sherman. Elle avait la chance d'avoir une carrière complètement linéaire. Mais il y a eu un truc entre Sherman et Montagnier. Voilà, je pense. Oui, je crois. Il y a une histoire. Je sais pas bien. J'ai lu des articles là-dessus. Mais pour que les gens comprennent, en fait, elle a fait des études de sciences parce qu'elle voulait faire de la recherche. Elle a fait des études. Elle a envisagé la médecine, mais elle pensait, comme ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, que ça allait être trop cher. Et donc, elle a préféré faire de la physique et de la chimie en faculté pour aller très vite au laboratoire. Et là, déception à la fac, on ne fait pas de recherche, on fait que des cours, des travaux pratiques. Donc, son originalité à elle, ça a été de dire, je vais être bénévole dans un laboratoire, mais moi, je prendrai les cours la nuit ou je prendrai les cours, mais je veux travailler dans la journée, être à la paillasse, comme on dit. Et donc, elle a fait des propositions, elle est allée voir plein de laboratoires, puis un jour, elle a eu accès au laboratoire de Jean-Claude Sherman, chercheur sur les rétrovirus à l'Institut Pasteur, et qui était à l'époque en banlieue. Les laboratoires étaient en banlieue parisienne. Et donc, il a accepté de l'apprendre et elle a commencé à travailler sur les rétrovirus en faisant ses études. Voilà. Et donc, elle a commencé dans ce sujet-là qui après a englobé le virus du sida. Et il se trouve qu'il y avait un autre laboratoire à Pasteur qui était tenu par Montagnier, où là on s'occupait d'une autre type. Du côté de chez Jean-Claude Sherman, c'était les cultures. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Du côté de Montagnier, c'était la fonction et la biologie moléculaire. Enfin bon, bref. Donc, Montagnier, il était dans le laboratoire où le microscopiste a vu le virus la première fois, et elle a fait la culture du virus en montrant qu'il y avait un facteur qui était sécrété, qui disait l'origine que c'était vraiment un rétrovirus. Bon, je ne vais pas faire le cours là-dessus. Et donc, c'est elle qui a fait la culture. Oui. Et chez Montagnier, celui qui a fait la photo à partir de la culture. Donc, du coup, Sherman, il est en retrait, puisque c'était elle qui faisait à ce moment-là, qui travaillait. Et Montagnier, c'était le chef du technicien qui a fait
Et après, on ne va pas rentrer dans les détails, Voilà. parce qu'il y a eu toute l'histoire avec Gallo, qui a Voilà, vraiment et Gallo découvert, a etc., aussi compliqué, l'américain, etc. Voilà. Donc, c'est une histoire. En fait, c'est oui. très romanesque. Je sais que les Américains veulent faire une série sur le sujet. Ah ouais. Oui, la question du sida, la lutte entre les États-Unis et la France, qui a vraiment découvert, qui a été le premier, etc. Parce que Gallo aussi travaillait sur les rétrovirus. C'est une belle série télé, en fait. Voilà. Si elle réussit, c'est bien. Voilà. C'est bien. Mais alors justement, je reviens un peu en arrière. On parlait des mentors, des pères, mais les mères là-dedans. Ah ben, les mères, en général, les mères aimantes. Il y en a quelques-unes. Parce qu'il y en a peut-être qui ont combattu les pères, quand même. Non, mais celles qui sont là, celles qui ont eu le prix Nobel, soit elles avaient des pères très favorables, et puis les mères, elles disaient rien, elles n'avaient pas le droit au chapitre. Elles étaient plutôt contentes que leur fille soit... Les mères aimantes sont plutôt contentes que leur fille réussisse. La mère de Françoise Barrettine aussi, elle n'a pas combattu le père. En disant, non, elle n'était pas capable, je crois. Non, elle n'était pas capable. Par contre, il y en a une qui était celle de la mère de Barbara McClintock, je crois. Elle n'a pas voulu elle était totalement opposée à ce que sa fille, et les autres filles d'ailleurs, fassent des études. Aucune de ses filles n'a fait des études, au grand désespoir de Barbara McClintock, qui était ce qu'on appelle un garçon manqué, c'est-à-dire une fille réussie, dirait François Giron. N'est-ce pas, ouais. Oui. Et donc, il voulait faire de la science. Et au moment d'aller à la fac, elle avait tout le niveau, elle avait travaillé tout. Elle avait passé l'équivalent de son bac aux États-Unis et tout marchait bien, mais il fallait l'autorisation paternelle. Le père aurait bien sûr voulu, mais le père était en France à ce moment-là. C'était la guerre de 40. Il était, je sais pas ce qu'il faisait, mais enfin bref, il était militaire et il était en France et donc il pouvait pas donner l'autorisation. À l'époque, il n'y avait pas les portables et ni même Internet. Et donc la mère a refusé. Donc elle s'est inscrite désespérée dans une école de secrétariat en espérant que la guerre finirait vite. Elle a quand même duré un moment, mais quand son père est rentré, il lui a dit, bien sûr, tu vas, il a signé le papier, et voilà. Et donc, elle était prix Nobel en 83, c'est ça, 83. Si, prix Nobel de physiologie, médecine en 83. Et elle, c'est une des rares à l'avoir eu toute seule, quand même très vieille. Elle avait 84 ans. Hein. Ah oui. Mais... C'est comme Doris Lessing. Vous savez, Doris Lessing, en littérature, l'a eu à 87 ans. Oui, c'est ça, voilà. Et quand on lui a demandé, elle a dit, ils me l'ont donné parce que la date de péremption était passée sur moi, comme sur les yaourts. Oui, il ne pouvait plus rien faire. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi l'effet Mathilda ? Alors, l'effet Mathilda, ça a été évoqué hier. C'est un phénomène qui a été décrit à la fin du 19e siècle, oui, par une défenseuse des droits de l'homme aux États-Unis, des droits des femmes aux États-Unis, pardon pour le lapsus, et qui est le déni, en tous les cas, la minimisation ou la dévalorisation du travail des femmes dans une équipe. C'est-à-dire quand il y a un homme et une femme qui signent un article ou qui font un travail, on l'attribue, mais spontanément, presque toujours à l'homme. Et franchement, c'est encore valable aujourd'hui, ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit que hier que les femmes étaient rarement signataires des articles en premier. C'est pas exactement vrai, mais le premier, c'est celui qui a fait le travail, et le dernier, parce qu'il y a autant en littérature, les articles, il n'y a pas de problème de place pour les articles, parce qu'en général, vous êtes un seul ou deux auteurs qui font des articles dans les lettres. En sciences, les places sont vendues très cher, et souvent, avant de commencer le travail, on dit je vais être premier auteur, deuxième auteur. Alors, il y a aussi des étoiles pour dire ces deux ont travaillé à part égale, parce que dans les journaux d'impact factor élevé, c'est toute la carrière des scientifiques, même des médecins, hospitalo universitaires, ça dépend de nos publications dans les revues internationales, où tout le monde entier publie, donc c'est pas facile. Voilà, donc... il faut se défendre. Il faut se défendre, oui. Alors, donc, pour finir avec l'effet Mathilda, oui. Donc c'est quelque chose qui, sincèrement, oui, on disait les premiers auteurs, il peut y avoir des femmes, mais c'est surtout les derniers auteurs. C'est-à-dire qu'il faut être le chef du laboratoire et le responsable du travail pour avoir son nom en dernier. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ceux-là qu'on va appeler dans les congrès pour parler, et ceux-là qui vont être connus pour être responsables du travail. Et alors, il y a un effet... Mais il perdure l'effet Mathilda, c'est ça que je voulais vous faire dire. Il perdure. Il est atténué vraisemblablement, mais il perdure. Mais plein de choses, on le disait hier un peu, plein de choses sont atténuées dans la manière de dire, mais souterrainement, ça reste pareil, presque.
Moins quand même. Les études, par exemple, depuis les années 70, il y a la parité dans les études. Il y a l'effet Mathilda, quand même. L'effet Mathilda persiste. Il a comme corollaire pour les garçons, pour les hommes, l'effet Mathieu. C'est-à-dire... c'est qui Mathieu? Je ne sais pas. Je savais qui était... L'histoire ne le dit pas. Je ne sais pas. Mathilda s'appelle Mathilda Gage. Elle s'appelle Mathilda Gage. Oui, c'est ça. Mathilda Gage. Elle existe. Une sociologue qui existe de la fin du 19e siècle. Oui. Et Mathieu, elle a observé... Et alors Mathieu, je ne sais pas qui c'est. Je ne l'ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé la définition. Et ça, c'est encore plus vrai. Alors, encore plus vrai, c'est-à-dire quand vous avez une star dans la discipline qui publie quelque chose sur un sujet et que la même publication ou presque le même sujet est publié par un jeune, un inconnu, tout de suite on va vers celui qui est connu. Mais alors ça, c'est le Nobel, je crois que c'est ça. Voilà, on va vers celui qui est connu d'emblée, même si l'autre a mieux travaillé, c'est plus complet. Voilà. Mais j'ai toujours l'impression, peut-être une impression fausse, mais j'ai toujours l'impression quand même que les Nobel scientifiques, c'est plus sérieux, parce que les Nobel littéraires, ça dépend déjà du fait que des gens aient été traduits en suédois ou pas, qui lit machin, etc. Bon, ils ont de plus en plus mauvais goût, ils savent même plus ce que c'est qu'une œuvre. Aujourd'hui, ils sont complètement out, les Nobel littéraires, à mon avis. Le seul intérêt que ça a, c'est le fric. Le fric, c'est bien. Ah oui, c'est très bien payé. C'est $1 million, un truc comme ça. 800 000 euros. L'équivalent. C'est $1 million. Oui, c'est ça. À peu près. $1 million. C'est si différent. Ça dépend du jour où l'euro monte ou descend. Enfin bon, bref, on prend de toute façon. Oui, on prend. Ah oui, alors donc l'effet Mathieu, c'est ça. Oui, ça existe encore. Et en fait, l'effet Mathieu, il existe pour les hommes comme pour les femmes. C'est ça, oui. Même si c'est la femme qui est une star, c'est vers elle que ça va. Mais alors, donc là, vous parlez, c'est ça qui est très intéressant parce que on découvre des gens qu'on connaissait absolument pas. Oui, mais moi non plus. Mais vous parlez des femmes qui finalement ont vaincu, ont réussi. Mais est-ce que vous avez relevé, est-ce que vous connaissez un certain nombre de femmes dont la recherche a été complètement confisquée par un homme et qui ont été annulées complètement au fil des siècles? Dans la vie personnelle, non. Mais dans l'histoire, il y a toujours ce qu'on appelle les oubliés du Nobel, c'est-à-dire celles qui ont participé en particulier à la découverte de l'ADN. Voilà, il y en a Lise Meitner à l'histoire de la bombe, etc. Mais elles en ont... C'est vrai, il y en a 2 ou 3 qui sont célèbres, elles ont fait objet de livres. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un là, Les oubliés du Nobel. Mais enfin, maintenant, franchement, non, je ne peux pas dire que j'en connaisse. Mais j'ai essayé de savoir. Par définition, on ne les connaît pas, parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire. Même là, moi, j'en connaissais 3 ou 4. 3 ou 4. C'est déjà bien, moi. Si, comme vous, Marie Curie, Irène Joliot-Curie, Rita Levi-Montalcini. Voilà. Et puis Françoise Barré-Sinoussi. Et Françoise Barré-Sinoussi, ça fait 4, c'est bien ça. Voilà. Oui, ça fait 4. Voilà. Et moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est Ada Yonath. Vous voulez me parler de Ada Yonath un peu? Ada Yonath, alors ça, c'est le contre-exemple, parce que justement, on dit qu'elles font globalement quand même partie de milieux privilégiés, cultivés, etc. C'est pour ça que vous parlez d'elle. Ada Yonath, c'est une Israélienne qui vivait dans une quasi-misère. On peut dire que c'est dans la misère. Ils étaient 3 familles dans une maison. Son père était rabbin. Et sa mère, rien du tout. Ils vivaient d'une petite épicerie. Enfin, c'était vraiment la misère. Mais n'empêche qu'elle était, dès 5 ans, dès l'âge de 5 ans, elle a été décidée à prendre les mesures du monde. Et elle, avec une chaise, elle avait ses moyens, la pauvre sur le balcon où ils étaient à 15. Elle essayait de prendre les mesures. C'est son premier accident. Elle est tombée du balcon. Elle s'est cassé la jambe ou le bras, je ne sais plus. Mais enfin, elle était très motivée par... la science. Elle voulait découvrir quelque chose, faire des études scientifiques, et c'était extrêmement difficile pour elle, d'autant plus que son père est mort très vite, il était malade, donc tout l'argent, le peu d'argent qu'ils avaient, il est passé en traitement, mais ça n'a pas suffi. Donc elle s'est trouvée seule avec sa mère, qui était un peu faible, et elle faisait donc des ménages avec sa mère. Et il y avait aussi une petite sœur à élever. Donc c'était ces 3 filles qui ont dû se débrouiller. Et elle a réussi dans des conditions effroyables à faire des études. Et elle est arrivée après un travail acharné à découvrir la structure, à permettre d'étudier la structure des ribosomes. Les ribosomes, c'est des structures intracellulaires, des microstructures où se passe la synthèse des protéines. Ça m'a intriguée parce que je me suis dit, non seulement elle a le prix Nobel, mais les ribosomes, c'est quoi cette chose? En fait, vous savez que l'ADN, qui est le support de l'hérédité dans les chromosomes, il sert à la fabrication des protéines. D'accord? Et il y a un intermédiaire qui est l'ARN, l'acide ribonucléique, ou l'ARN messager. Et c'est dans les protéines qu'il va travailler, dans les ribosomes de la cellule, qu'il va travailler pour coder, pour transcrire les protéines. Voilà, pour
traduire, on dit le mot exact. Elle a découvert la traduction. La traduction. Voilà. Elle a découvert la traduction. Elle a découvert pas en utilisant cette technique très sophistiquée. Là, j'ai l'impression de faire un cours. Mais oui, mais moi, j'ai envie d'un cours, moi. Très sophistiquée, la cristallographie. En utilisant cette technique, une autre aussi à utiliser pour décrire la structure en 3 dimensions. Vous travaillez là-dedans, vous vous rendez pas compte qu'on ne sait rien. On ne sait rien de tout ça. On a envie de savoir. Moi, j'ai appris plein de choses. Parce que vous savez, la physique, c'était pas mon fort. Là, j'ai appris la bombe, tout ça. J'ai eu beaucoup de mal. La structure de l'atome, j'ai eu du mal. Mais bon, j'ai progressé. Et donc, elle a étudié cette structure en 3 dimensions, ce qui est très important pour connaître. Simplement, c'est l'avancée de la science. C'est-à-dire qu'il faut décrypter ces structures pour arriver à voir comment ça marche et pour arriver à étudier toutes les pathologies qui impliquent ces structures intracellulaires. C'est valable pour les ribosomes comme pour d'autres. Simplement, les ribosomes, c'est une structure qui restait inconnue. C'est un mystère, une boîte noire, parce qu'on savait pas on savait ce qu'il y avait avant et après, mais pas dans les ribosomes. Or, c'est là le secret de la vie. C'est la fabrication des protéines. Les protéines, c'est le secret de la vie. Et personne ne savait exactement comment c'était. Donc, en découvrant par une anecdote un peu drôle le moyen de les repérer, elle a montré la structure en 3 dimensions au niveau atomique de ces structures. Et en fait, elle n'arrivait pas à trouver, tout le monde se moquait d'elle parce qu'on disait les ribosomes, mais c'est impossible à trouver la structure en 3 dimensions, c'est trop fragile, etc. Et un jour, elle s'était encore cassé la jambe, elle a eu beaucoup d'accidents. Et alors, elle était en train de lire un article sur les ours blancs. Et les ours blancs, elle apprend qu'ils hibernent. Et que, alors, elle lit les détails, c'était fait par des biologistes très sérieux, des éthologues. Et alors, elle apprend qu'ils hibernent, et donc, quand ils hibernent, leurs ribosomes s'empilent, et donc se mettent dans un coin, ils sont bien protégés, et puis quand ils sortent de leur période hivernale, ils sortent au printemps, et là, ils se remettent à fonctionner, à synthétiser les protéines. Donc, ça les a conservés. Et elle s'est dit, voilà ce que je vais faire, puisque pour étudier les molécules en 3 dimensions, il faut qu'ils soient en cristaux. Donc, elle va les mettre, elle va les congeler, faire des cristaux à partir de ces congélations, et après, voilà. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle est née en 1939, et rien que pour elle, il faut lire ce livre. C'est un personnage extraordinaire. Vous trouvez? Ah oui, c'est ma préférée. Ah oui? Ah, c'est ma préférée, Ada Yonath, parce qu'elle est vraiment... Elle a été... comment dire, prise dès l'enfance, comme vous le disiez, par cette passion. Et elles sont passionnées. Elle s'est dit qu'elle pouvait contredire son destin, parce que son destin, je le vois bien, elle était faite pour aller dans un kibbutz en Israël, rien d'autre, c'est fini. Elle va faire l'agriculture, etc. Et puis c'est terminé. Elle va faire des enfants, et on n'en parle plus. Et là, elle a le prix Nobel. Et là, elle a le prix Nobel. C'est vrai que on comprend que tout le monde a sa chance. Enfin, tout le monde peut la vouloir. Pourrait la vouloir. C'est ça qui est. Ça dépend de sa structure mentale. Cette femme, c'est qu'elle montre que tout le monde peut vouloir sa chance. Pas tout le monde l'a forcément, mais peut la vouloir. Parce qu'elle a vraiment combattu l'adversité incroyablement. Mais il y a quelque chose une chose qui m'a pas étonnée, c'est tout ce que vous dites sur les stéréotypes, parce que ça on les connaît, mais aussi l'utilisation incroyable du déterminisme biologique contre les femmes. Ah oui. Alors ça, c'est de nouveau à la mode. Vous savez, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a actuellement, il y a des psychologues de renom en Amérique du Nord, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, qui militent pour la théorie du déterminisme biologique. Et selon cette théorie, les hommes et les femmes n'auraient pas les mêmes schémas cognitifs, comme on dit, et donc les garçons seraient plus doués pour toutes les sciences dites dures, c'est-à-dire la physique, la chimie, les mathématiques, alors que les filles seraient mieux pour les lettres, la culture au sens large, voilà. Et donc ça repose sur des expériences plus ou moins fumeuses et difficilement vérifiables. Et en fait, aujourd'hui, rien ne permet de le dire, mais bien au contraire, les découvertes de la neurophysiologie actuellement, en particulier avec les progrès de l'IRM, de l'imagerie médicale et l'imagerie par résonance magnétique, ça a permis de démontrer cette propriété extraordinaire du cerveau qui est la plasticité, c'est-à-dire qu'on est avec un taux de connexion cérébrale entre les neurones de plusieurs milliards, mais en fait, à l'âge adulte, il en reste plus que 20%. Et toute la vie, on fabrique de nouvelles connexions, et ce qui fait que si l'on compare le cerveau d'un homme et d'une femme à l'IRM à l'âge adulte, il est impossible de dire ce qui est inné ou acquis. Donc, cette théorie du déterminisme biologique n'a aucun fondement en ce qui concerne les capacités scientifiques et l'intelligence cognitive, enfin la capacité d'apprendre n'a aucun fondement physiologique ni anatomique aujourd'hui. Voilà. Mais ça perdure quand même.
Mais ça perdure, les stéréotypes, on l'avait dure. Et ça aurait plutôt tendance à revenir, c'est très étonnant. D'abord, il y a une histoire terrible qui est celle d'un prix Nobel de chimie qui s'appelle Tim Hunt, il faut dire son nom. C'était un congrès de journalistes scientifiques en 2015 à Séoul. Et lui, il doit avoir des... Je ne connais pas sa vie personnelle, son enfance, ça a dû être un peu compliqué. Et il n'aimait pas que les femmes soient dans le laboratoire. Et en plein congrès international, il a dit, écoutez, méfiez-vous des filles dans les laboratoires, parce que si une fille arrive dans un laboratoire, vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et à ce moment-là, quand vous les critiquez, elles se mettront à pleurer. Heureusement, quand il est rentré en Angleterre, dans sa prestigieuse université, il a dû démissionner. Très bien. Très bien. Mais quand même, les stéréotypes, on la vie dure, parce que il y a eu aussi un article qui a été publié dans le Point il y a 2 ans. C'est sur plusieurs pays européens. Je crois qu'il y avait l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Et on a demandé à une proportion égale d'hommes et de femmes s'ils pensaient que les hommes et les femmes avaient les mêmes compétences, étaient capables de faire des études scientifiques, de faire des belles carrières scientifiques. Et 60% d'entre eux, et autant les femmes que les hommes, pensent que non. Mais moi, j'ai un concept qui s'appelle les femmes collabos. Il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Ouais. Et qui, quand elles prennent le pouvoir, sont absolument pires que les mecs. Ouais, peut-être. Ouais. Détestent les femmes et sont absolument pires que les mecs. J'en ai combattu certaines, ça m'a laissé quelques bleus, mais enfin, ça va. Mais tout à l'heure, justement, au tout début, vous disiez que vous étiez venu lentement vers ça parce que j'observe maintenant. On me pose ces questions. Vous n'aviez jamais été... Non. Vous êtes sûr, vraiment? Non, parce que on me fait douter. Et oui, je vais vous faire douter. Sauf que effectivement, là aussi, quand même, c'est-à-dire, on intériorise les choses. Oui. Parce que moi-même, effectivement, je ne vais pas trop parler de moi, mais c'est vrai que je ne me pensais pas faire la carrière. Je n'avais jamais même imaginé faire la carrière que j'allais faire. Parce que vous le dites très bien dans le livre, que les femmes ont intériorisé les stéréotypes et que finalement, elles ont tendance à se minorer, alors que les types, ils y vont. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de... C'est pour ça que j'aime Madame Yonat, parce qu'elle a annulé complètement ça. Elle s'en occupait pas, ça. Elle n'avait pas le temps de s'occuper d'une femme, c'est pas possible. Mais en fait, il y a beaucoup de filles dans les carrières scientifiques, et puis en fait dans les carrières, dans les formations scientifiques, dans les études, dans les universités. Et puis au moment de choisir leur carrière, il y en a plein qui se déballonnent, comme on dit, parce qu'elles ont tellement intégré la notion qu'elles vont pas y arriver, ou elles ont été l'objet de remarques misogynes, etc., ou c'est pas féminin, bref, aussi bien, surtout par les hommes et les hommes, elles ont tellement intériorisé qu'elles ont même pas conscience. C'est pour ça que je suis prudente quand je parle de moi. Elles ont pas conscience elles-mêmes. Elles se disent non, finalement, je vais pas y arriver. Et il y a un article dans Science, vous savez, cette revue prestigieuse, donc très documentée en tous les cas, très récemment, il y a 2 mois, qui a fait une étude justement chez les enfants, garçons et filles. Alors là, ça m'a l'air très sérieux comme article, qu'ils ont suivi de 5 ans à 7 ans, avec des tests, des interviews, etc. Alors ils ont remarqué qu'à 5 ans, les garçons et les filles avaient des réponses indifférenciées, tant aussi bien que de leur idée qu'ils ont d'eux-mêmes, ou de leur goût, ou de ce qu'ils pensent des garçons quand ils ont des filles réciproquement. Et c'est complètement indifférencié à 5 ans. À 7 ans, ça y est, c'est fini. Les filles, elles disent qu'elles sont moins intelligentes que les garçons. C'est fou, ça. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on véhicule dans notre éducation, dans les mots, dans les livres. Quelqu'un a dit... Elles sont meilleures à l'école. Elles sont meilleures à l'école, mais... Et après elles sont plus appliquées, diront. Et après, il y a le poids de la société. Alors... Oui, il y a le poids de la société, mais même aujourd'hui, c'est-à-dire que l'autre jour, je vous assure, quelqu'un a dit, dans les livres autrefois, il y avait papa et lit le journal pendant que maman fait la vaisselle. Mais l'autre jour, je suis allée à la Fnac, franchement, il y a quelques semaines, pour acheter un livre pour une de mes petites filles. Je me dis, le premier, et je prends un truc qui venait de sortir. Il y avait une pile, alors c'est moderne, c'est bien, et j'ouvre et je vois cette phrase: Arthur va demander je sais pas quoi à papa pendant que maman fait la vaisselle. Je vous assure, là, et ça vient de sortir. Je l'ai jeté rageusement, je l'ai jeté comme ça. Moi qui suis toujours très calme, tout ça, je l'ai jeté. Ah oui. Et donc je suis... Voilà, c'est mon côté féministe, ça va pas très loin. C'est quand même assez drôle. Personne m'a vu. Assez drôle que vous ayez raconté dans cette interview que je n'étiez pas spécialement féministe parce que en fait j'ai un peu honte d'être féministe. Parce que il y a aucune honte. Moi, je me sens pas de honte. Et ça
c'est un livre féministe, c'est un livre pour témoigner. Oui, c'est un livre féministe. C'est un livre féministe, c'est un livre pour témoigner des embûches qu'ont les femmes. Et avant que le grand méchant loup, qui est un homme naturellement, ne vienne nous... Mais non, il est caché, là, il n'ose pas. Ne vienne nous interrompre. Je vais lire un morceau de la fin de votre livre, parce que ça m'amuse beaucoup. On ne saurait terminer cet ouvrage sans un clin d'œil vers ces hommes et ces femmes qui sont les membres des comités Nobel. Il faut imaginer leurs visages graves, leurs échanges au-dessus de ces dossiers soigneusement sélectionnés parmi les candidatures proposées par les pairs du monde entier. On devine leurs réflexions. Trop jeune, trop vieux, pas assez reconnu, incertain, pas assez d'impact. Et combien de fois a-t-on fait la remarque « Mais c'est une femme ?» Merci beaucoup. Merci.